Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde édition de notre séquence 30 minutes d'actu scientifique avec un rendez-vous le premier mardi du mois à 17 h. Je vous rappelle le format, la présence d'un expert qui vient nous traiter de sujets d'actualité et la possibilité pendant ces 30 minutes pour vous d'utiliser notamment via le site la possibilité de poser des questions qui arriveront sur cette tablette et que je poserai à notre expert du jour. Alors pour cette seconde émission, nous avons choisi d'inviter Anne-Sophie Duclois-Boutor, l'ancienne présidente du Carreau, la responsable de l'anesthésie obstétricale du centre hospitalier Jeanne de Flandre à Lille et probablement une de nos meilleures expertes sur l'utilisation de l'acide tranexamique. Et ça tombe bien puisque la question que nous lui posons aujourd'hui, c'est l'utilisation en pratique de l'acide tranexamique au cours de l'hémorragie active du postpartum. Anne-Sophie, bonjour et tu as la parole. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger et discuter de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Et on a un objectif d'avoir une réflexion qui soit vraiment pratico-pratique. C'est pour ça qu'on a posé les questions. Donc l'hémorragie, l'acide tranexamique, qui est l'hexacyle, au cours de l'hémorragie active du postpartum, pourquoi, comment, quand et à quelle dose. Pour ça, on a la chance d'avoir eu plusieurs essais qui nous ont confortés dans notre pratique et nous permettent d'évoluer dans notre pratique, et c'est de ça dont nous allons parler ce soir. Alors, pourquoi utiliser l'acide tranexamique dans l'hémorragie du postpartum? On sait que 80% des hémorragies du postpartum sont dues à un problème de tonus utérin et vont stopper avec la première ligne d'utérotonique, mais que les hémorragies massives ou persistantes vont s'accompagner extrêmement précocement d'une coagulopathie qui pourra même être inaugurale dans des grandes catastrophes obstétricales comme l'embolie amniotique, l'hématome rétroplacentaire ou les morts fétales prolongées, même les anomalies d'insertion placentaire. Et cette coagulopathie précoce, elle va associer une fibrinogénolyse aiguë, c'est-à-dire la baisse très très précoce du fibrinogène. Ça, ce sont des patientes qui ne saignent pas et ça, ce sont des patientes qui saignent. Vous voyez qu'il y a une différence significative. Et une fibrinolyse excessive, extrêmement précoce aussi, c'est tout au début de l'hémorragie. Là, ce sont des dédimères de départ, et ça, c'est les patientes, donc chez les patientes qui ne saignent pas, et ça, c'est chez les patientes qui saignent avec une élévation des PAP. Donc, il y a intérêt pour arrêter le saignement, pour contribuer à l'arrêt du saignement, certes à mettre des utérotoniques, mais aussi à bloquer cette coagulopathie en traitant la fibrinogénolyse et la fibrinolyse grâce à l'acide tranexamique. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'on a démontré cet intérêt clinique? Eh bien oui, nous avions en il y a plus de 10 ans, fait un travail qui comparait l'acide tranexamique à l'absence d'utilisation de produits procoagulants. Nous avions utilisé à cette époque de fortes doses d'acide tranexamique qui étaient de 4 grammes puis 1 grammeur pendant 6 heures, qui sont probablement des trop fortes doses. Et l'acide tranexamique réduisait à ce moment-là le volume et la durée du saignement, ainsi que le besoin transfusionnel et la morbidité des patients. Cet effet clinique était associé et parallèle à un effet biologique d'inhibition de la fibrinolyse, c'est-à-dire que l'élévation des dédimères qui était maximale à la 2e heure était bloquée par l'acide tranexamique, les triangles rouges. Depuis ce premier essai dans l'hémorragie active, eh bien, il y a eu un deuxième essai qui a été réalisé par l'équipe du Women. Ce deuxième essai administrait
l'acide tranexamique à la dose de 1 g. C'est un essai qui était décidé comme l'essai de Crash. Et cet acide tranexamique à la dose uniforme de 1 g permettait de réduire la mortalité due à l'hémorragie du postpartum de 0,3%, c'est-à-dire qu'on a évité 36 morts maternelles sur 10 000. Au départ, c'était 1% qui était attendu. Au départ, on pensait réduire aussi le nombre d'hystérectomies, mais cet objectif n'est pas atteint dans cet essai. La dose uniforme de 1 g réduit la mortalité seulement si l'acide tranexamique est administré entre la première et la 3e heure du postpartum. Ça, c'est l'administration de l'acide tranexamique avant la première heure de l'hémorragie. Ça, c'est après la 3e heure. Vous voyez que ça n'est pas significatif. Par contre, on a une vraie réduction du nombre de morts par hémorragie, donc un index qui est vraiment robuste, si l'acide tranexamique est administré entre la première et la 3e heure de l'hémorragie. Alors, est-ce que ce médicament peut être utilisé partout dès qu'il y a une hémorragie du postpartum diagnostiquée? Eh bien oui, c'est un médicament qui est sûr, qui est un médicament de faible coût, qui est stable dans sa conservation et qui est facile à utiliser. Ces effets secondaires connus sont les nausées-vomissements, aussi bien dans l'étude Exadelik, dans l'étude Women et dans les utilisations prophylactiques, on a un excès de nausées-vomissements. Et en particulier si l'injection est trop rapide en intraveineux, et c'est pour ça que la WHO et l'ANSM recommandent une injection plus lente d'une dizaine de minutes. Nous, on a l'habitude de l'utiliser sur la base de 1 minute et c'est en général l'injection lente en 1 minute, 1 à 10 minutes est tout à fait compatible avec l'absence de nausées-vomissements. Il n'y a pas d'excès de risque de thrombose et quel que soit le domaine d'utilisation dans l'hémorragie massive, que ce soit la chirurgie majeure ou le trauma, on ne note pas d'excès de risque de thrombose avec l'acide tranexamique. Il n'y a pas d'excès de risque de convulsion dans l'hémorragie du postpartum. Cet excès de risque de convulsion est retrouvé dans la chirurgie cardiovasculaire avec bypass lors de l'utilisation de l'acide tranexamique, mais dans l'hémorragie du postpartum, on ne le retrouve pas. Il n'y a pas d'excès de défaillance d'organes et par contre, on a chez des patientes prééclamptiques avec hémolyse eu un doute par rapport à un excès d'insuffisance rénale et on y reviendra peut-être. Et donc on a décidé d'envoyer un message de prudence et en particulier prudence par rapport à la fois à la dose totale administrée et puis éviter l'administration continue, ça c'est vraiment très important. L'administration prolongée de fortes doses. Au total, la coagulopathie de l'hémorragie du postpartum et en particulier la fibrinolyse est quelque chose qui est extrêmement fréquent à partir du moment où l'hémorragie devient sévère et en particulier quand on dépasse le taux de 1 litre d'hémorragie. Il convient, parce qu'il y a une forte pertinence d'administrer l'acide tranexamique au départ à la dose standard de 1 g, peut-être pourrons-nous, avec l'essai pharmacocinétique et pharmacodynamique qui est en cours dans plusieurs centres français, peut-être pourrons-nous diminuer cette dose standard ou la moduler en fonction de l'intensité de la fibrinolyse. Il faut administrer l'acide tranexamique, et ce sont des recommandations fortes de la WHO et de la NSM et peut-être bientôt des RPC, hémorragie du postpartum, dans un délai court après le début du saignement, c'est-à-dire entre la première et la 3e heure après le début du saignement.
Il faut renouveler la dose initiale si le saignement reste actif ou si la fibrinolyse persiste. Et ça, on peut le voir simplement en faisant un tube sec et en vérifiant que la coagulation se fait en moins de 7 minutes. Il faut éviter la perfusion continue de trop fortes doses d'acide tranexamique et puis l'utiliser avec prudence quand on est face à un excès de génération de thrombine, une activation massive de l'hémostase dans la prééclampsie sévère avec un HELLP syndrome de grade 3. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Sophie pour cette première revue. Donc effectivement, on a vu que beaucoup des travaux, c'était vraiment ton cœur de recherche en clinique et puis un rationnel fort qui était un rationnel pharmacologique hémostasique quasiment qui se traduit par des effets en clinique. Je dirais, j'ai 2 questions pour commencer en attendant une des questions. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser l'acide tranexamique avec prudence? Qu'est-ce que ça veut dire? On fait pas? Comment on s'en sort? Parce que c'est une des situations où effectivement les patientes peuvent être en hémorragie. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, si une patiente est prééclamptique sévère et qu'elle présente un HELLP syndrome de grade 3, c'est-à-dire avec des plaquettes inférieures à 50 000, initialement, je pense qu'on ne fait pas. Et de toute façon, on se fait aider de son hémostasien. On met en alerte l'hémostase, on envoie des bilans répétés. Il y a une chose qui est extrêmement importante aussi, c'est de vérifier la diurèse au départ. Il semble bien, c'est les Canadiens qui nous avaient alertés en même temps que nous, on réalisait cette alerte, que la prééclampsie et l'hémolyse soient responsables d'un excès d'insuffisance rénale grave du postpartum. Et donc, la première chose, c'est de savoir si la patiente est en insuffisance rénale au départ ou pas. Et il semble bien que beaucoup des patientes qui ont développé une insuffisance rénale chronique sévère étaient d'emblée, avant même de recevoir le produit, en insuffisance rénale. Ouais. À un moment où éventuellement des marqueurs biologiques ne sont pas performants et n'ont pas encore eu le temps de monter. Donc ce que tu conseilles, c'est de regarder la diurèse. La diurèse, si la patiente est en insuffisance rénale, on ne fait pas, ou on fait peut-être, et ça sera les résultats de l'étude TRACE, à une dose moindre. On sait que l'acide tranexamique est d'élimination rénale pure, donc on sait qu'on peut avoir un excès de dose. Et ensuite, on va monitorer les dédimères. Si on est à 10 000, 20 000 de dédimères en quantitatif, eh bien, on va éviter ou bien moduler, mais avec l'aide de l'hémostasien. Ouais. Alors, moi j'ai une question un petit peu, pas provocatrice, mais dans un grand centre comme Jeanne de Flandre, énormément d'accouchements, vous avez l'hémostase, la biologie certes, mais la vie. Fréquent, possible, la nuit, le jour, 7 jours sur 7. Tout le monde n'est pas doté de ça. Donc, est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces? Parce que tout le monde ne peut pas avoir, je ne suis pas complètement sûre que tout le monde ait à disposition, sur le coup de 3 heures du matin, le dosage de dédimère en temps et en heure, et qui puisse le guider sur je fais pas. La réponse, elle est relativement simple, c'est-à-dire qu'à Jeanne de Flandre, pour toutes les patientes qui saignent, on fait un temps de coagulation, c'est-à-dire ce que je faisais il y a un certain nombre d'années, c'est-à-dire un tube sec qu'on pose sur la paillasse. Et donc le temps de coagulation normal chez la femme enceinte ou en postpartum immédiat est inférieur à 7 minutes. S'il est supérieur à 7 minutes ou bien s'il se redélite au moment où on agite le tube, on sait qu'il y a une coagulopathie qui est très probablement une coagulopathie obstétricale et une fibrinolyse associée qui va redéliter le caillot. Et à ce moment-là, la patiente, elle ne s'arrêtera pas de saigner, même avec le ballon intra-utérin, les mesures obstétricales, parce que, et on a prouvé, on a des travaux récents qui montrent que l'échec des mesures obstétricales, les ballons intra-utérins, les ligatures,
et en rapport avec la coagulopathie. Ce sont les patientes qui ont une coagulopathie active, une fibrinolyse active, qui vont développer cet échec. Donc c'est des patients qui sont du ressort d'un traitement combiné, mais qui comprend la manipulation de l'hémostase médicale et la correction de l'hémostase médicale. Donc on peut la faire de façon aveugle, c'est-à-dire commencer par 1 gramme d'acide tranexamique, probablement corriger le fibrinogène, parce que l'acide tranexamique ne permet pas d'empêcher la fibrinogénolyse, et puis le renouveler si l'hémorragie est massive, c'est-à-dire si on passe au-dessus de 2,5 litres, doubler la dose d'acide tranexamique, arriver aux 2 grammes, limite de la NSM, mais arriver aux 2 grammes, parce que 1 gramme, ce n'est pas suffisant, puis on perd beaucoup dans le flux hémorragique. Renouveler la dose de fibrinogène, et à ce moment-là, commencer le traitement de l'hémorragie massive tel qu'on le connaît maintenant dans les autres domaines de l'hémorragie massive, c'est-à-dire l'utilisation de plasma 1 sur 2 ou 1 sur 1, avec un ratio qui correspond à l'hémorragie massive. Téléphoner là aussi au centre de session, dire qu'on est en hémorragie massive, qu'on veut un protocole de transfusion massive. Et il faut insister sur le fait que les maternités aussi, elles ont besoin d'avoir ces protocoles transfusionnels écrits à l'avance et préparés à l'avance. D'accord, donc ce que tu insistes pour dire qu'en fait cet acide tranexamique, il est encore une fois, et c'est très vrai dans cette hémorragie du postpartum, ça s'intègre dans une prise en charge globale qui nécessite, comme les autres situations hémorragiques finalement, d'avoir réfléchi à l'avance, défini les protocoles, avoir l'EFS qui est au courant et les choses ne se discutent pas à 3h du matin et on ne discute pas est-ce que je prends 2 kilos, 3 PFC, enfin, les choses sont prédéterminées. Des circuits de distribution avec des graduations d'urgence en fait. Parce qu'il y a des hémorragies qui vont rester distillantes, qui vont être gérées. Puis il y a des hémorragies qui sont réellement massives. Un placenta à crétin va saigner 2,5 litres d'emblée au moment où on va passer à travers le placenta. Et donc d'emblée, on a une demi-masse sanguine dans le bocal, quoi. Alors je voulais revenir sur la lettre, sur le warning que la NSM a fait passer. Donc c'était en début d'année sur le risque d'insuffisance rénale. Oui. Et donc, est-ce que tu peux commenter un petit peu cette action? Parce que les gens, du coup, ça a déclenché un petit peu de doute. Alors, on fait plus. Qu'est-ce qu'il faut en penser selon toi? Alors, cette lettre de la NSM, elle suit l'alerte que nous avions faite en 2013. Donc c'est vrai qu'il a fallu un petit peu de temps pour que les choses se mettent en route. Cette alerte, elle était en rapport avec une incidence plus importante dans certaines des réanimations de France de l'insuffisance rénale du postpartum, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était parallèle à la même augmentation d'incidence au Canada, par exemple, et qui concernait essentiellement des patientes prééclamptiques. Si vous voulez, on peut regarder. Donc ça, c'est l'alerte de la NSM, avec donc la recommandation transmise aux professionnels de santé d'une utilisation à des doses qui ne doivent pas être supérieures, doses totales qui ne doivent pas être supérieures à 2 grammes dans les hémorragies du postpartum. En fait, à partir du moment où on a observé cette incidence, on a creusé et cherché à mieux comprendre ce qui se passait. On a fait une étude rétrospective dans la région Nord sur l'ensemble de nos secteurs de réanimation. Donc à partir des patientes hospitalisées en réanimation, c'est-à-dire les plus compliquées du postpartum, on avait 162 patientes hospitalisées en réanimation postpartum et on avait 68 patientes qui présentaient une insuffisance rénale aiguë et 8 qui sont restées chroniques. En fait, cette insuffisance rénale était associée à l'existence d'une CIVD massive au départ, même si CIVD ce n'est pas un terme très, très adéquat, et à la présence d'un HELLP syndrome, et au traitement qui allait avec le HELLP syndrome, comme par exemple les concentrés plaquettaires. Donc, quelque part, cette sévérité de l'insuffisance rénale, on voyait bien qu'elle était en rapport avec une population déterminée. Très sévère par ailleurs. Très sévère par ailleurs. Et de ce point de vue-là, donc des patientes prééclamptiques, prothrombotiques,
avec un excès de génération de thrombine qui se compliquait d'hémorragie au moment de la césarienne ou de la délivrance. Et de principe, parce qu'on considère que primum non nocere, on a fait cette alerte au niveau de la NSM en disant on a un doute sur le lien sur cette augmentation d'incidence. D'association. Voilà. Les néphrologues ont bien sûr, et les réanimateurs ont bien sûr travaillé avec nous, toutes réa confondues, et on a continué donc à analyser de façon rétrospective leur registre. Et donc entre 2009 et 2013, on a identifié 18 patientes qui présentaient une complication grave rénale, avec 8 patientes qui sont restées chroniques, d'une hémorragie sévère dans un contexte d'hémolyse. Il y avait en analyse univariée un lien avec la présence de l'acide tranexamique. Et dans cette étude publiée par Marie Frima, néphrologue à Lille, eh bien, on montrait que c'était la longueur d'exposition d'une forte dose d'acide tranexamique qui pouvait être liée avec la présence d'une complication chronique au niveau du rein sur les prééclamptiques. Cette étude, elle continue. Elle continue, c'est-à-dire qu'on continue à suivre de façon très très sérieuse ces insuffisances rénales avec nos collègues néphrologues, avec les anesthésistes réanimateurs de maternité. Et donc, on a depuis 2011 105 patientes qui présentent une insuffisance rénale en postpartum, donc ce n'est pas négligeable comme problème. Et sur ces 105 patients... 105 sur combien d'accouchements sur la même période ça fait 5 ans, ça fait 800 000 accouchement peut-être. Hein, okay. Donc, mais ça reste un problème, c'est des femmes jeunes en bonne santé. Donc il y a 40 prééclamptiques, donc on voit bien cette population importante de patientes prééclamptiques, 10 hémorragies du postpartum qui compliquent une prééclampsie, et ensuite des microangiopathies thrombotiques non placentaires qu'on détecte à cette occasion-là, une maladie de Berger qu'on détecte à cette occasion-là, et puis des complications extrêmement sévères comme des sepsis sévères, des stéatoses aiguës hépatiques gravidiques et puis des embolies amniotiques. Une surreprésentation des grossesses gémellaires, des enfants de faible poids, donc un syndrome vasculaire sous-jacent en fait. Et là encore, en univarié, on retrouve les fortes doses d'acide tranexamique. Donc probablement que la dose de 4 grammes qu'on avait utilisée en similitude avec la CCV, elle est trop importante. C'est un petit peu ce que nous disent l'étude pilote de l'étude TRACE. Mais il y a des circonstances où il y a une fibrinolyse extrêmement importante, comme l'embolie amniotique par exemple, où si on met 1 gramme ou si on met 0,5 g, eh bien on va bloquer la fibrinolyse de façon transitoire et on a l'impression dans notre étude pilote que la fibrinolyse reprend après et que la patiente va se remettre à saigner. C'est très très corrélé. Donc, pour moi, la question de la dose n'est pas réglée. C'est vrai que de façon courante, habituelle, en aveugle et sans réfléchir, on peut se baser sur la dose standard de 1 g, qu'on peut renouveler jusqu'à 2 grammes, et que parfois, quand c'est une hémorragie massive, on traite comme une hémorragie massive, comme les anesthésistes réanimateurs savent le faire. D'accord. Alors, merci pour cette précision, parce que je crois que dans le monde de l'obstétrique, effectivement, les gens se posaient des questions sur qu'est-ce qu'il fallait faire, puisque finalement l'acide tranexamique était en train de rentrer, d'être positionné comme un médicament intéressant chez ces femmes qui saignent. Essentiel. Est-ce que on a eu quelques minutes. Qu'est-ce qu'il en est? Donc là, on vient de voir encore une fois des hémorragies actives en cours. Qu'est-ce qu'il en est de sa place en prophylaxie, notamment dans des situations qui seraient à risque du fait, je sais pas, d'anomalies vasculaires préconnues ou
je sais pas, d'utérus multicicatriciel, des choses comme ça. Alors, Ou, qu'est-ce qu'on a ou comme... de patientes dont on craint qu'une césarienne va se compliquer de saignement. Ou des gens qui partent avec une anémie et que voilà. Bon. On avait fait avec David Faraoni une méta-analyse sur l'ensemble des études qui avaient été faites en prophylaxie il y a maintenant 3-4 ans. Et on avait une réduction du saignement par l'administration de 1 gramme avant les césariennes non hémorragiques, donc des césariennes programmées qui n'avaient pas de raison de saigner. Dans des groupes à risque ou dans des groupes, tout le monde. Tout le monde, toutes donc, césariennes. Toutes césariennes. Et on avait une réduction extrêmement modérée de quelques ml du saignement seulement en post-opératoire. Donc après qu'il y a une activation, de l'hémostase. Cette réduction modérée du volume du saignement ne s'accompagnait d'un gain pour les patientes que quand il y avait une anémie du prépartum, puisqu'il y avait une étude iranienne qui montrait que à partir du moment où il y avait une anémie du prépartum, ce gain, même modéré, permettait de réduire le besoin transfusionnel. Donc là, on avait un effet qui était satisfaisant. Et là, il y a une étude extrêmement large qui a été faite par les centres français, orchestrée par Loïc Santil, donc, qui est un obstétricien qui travaille à Bordeaux maintenant, et qui a, dans l'accouchement par voie basse, préconisé et comparé au placebo, en double aveugle, 1 gramme d'acide tranexamique au moment de la délivrance dirigée, c'est-à-dire l'injection du Synto, contre placebo, donc rien du tout. Et il montre qu'il n'a pas de réduction de l'incidence de l'hémorragie. Mais pour moi, c'est assez compatible avec le mode d'action de l'acide tranexamique, puisqu'il ne peut agir que si le plasminogène s'est lié à la fibrine native, donc il faut qu'il y ait une activation d'hémostase. Et le donner avant que ça commence à saigner, c'est pas très logique dans cette indication-là. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. On voit que l'acide tranexamique, tu as un peu évoqué sa place, tu as beaucoup évoqué sa place en faisant allusion de temps en temps à la traumato, au choc hémorragique en traumato, à l'hémorragie dans les chirurgies majeures. Donc finalement, on retrouve sur des choses assez cohérentes dans toutes les situations d'hémorragie ou avec le bénéfice de son utilisation en curatif. Et probablement le plus tôt possible. Il faut peut-être rappeler que dans Women, la particularité de cette très grande étude, c'est qu'elle était faite dans des régions très différentes, avec des accès aux soins et du soin très variables. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de 1 à 3 heures. On peut imaginer qu'en France, tu nous as mis, dès que l'hémorragie dépasse les 1000 ml, ce qui suppose d'avoir un sac de recueil pour la quantifier, ce qui fait partie des bonnes pratiques. Voilà. Et effectivement, et qu'on n'a pas besoin d'attendre l'heure, éventuellement, si les choses se passe mal plus rapidement que ça. Donc l'idée, c'est le plus vite possible dès que ça commence à saigner de façon significative. Le résultat de l'essai Women, qui, comme tu le dis, effectivement est un essai international dont la plupart des patientes a été recrutée dans les pays en voie de développement, a permis de changer, de modifier les recommandations de l'OMS. Et donc, l'OMS, de façon très claire, recommande d'utiliser l'acide tranexamique dans les 3 heures qui suivent l'hémorragie le plus rapidement possible et de ne plus l'utiliser si c'est au-delà de 3 heures. Les recommandations françaises, au départ, ne s'étaient pas positionnées. Celle de 2014, pour l'hémorragie du postpartum, ne s'était pas positionnée sur l'utilisation de l'acide tranexamique. D'abord parce que l'essai de TRAP était en cours, et donc il y avait un petit conflit d'intérêt à ce niveau-là, on l'attendait. Et ensuite, parce qu'effectivement, on n'était pas à ce niveau de preuve. Je pense qu'elles vont être revues du point de vue de l'utilisation de l'acide tranexamique, mais de toute façon, elles se calaient sur l'utilisation du Nalador. Or, de notre point de vue d'anesthésiste réanimateur, l'atonie n'est pas la seule cause d'hémorragie et l'acide tranexamique peut bénéficier à toutes les patientes.
Très bien, ben, merci beaucoup Anne-Sophie. Donc j'espère que Merci Catherine. les choses sont claires dans votre tête sur l'utilisation chez les femmes enceintes souffrant d'hémorragie. Donc se termine ici la deuxième session. Je vous rappelle que dorénavant, tous les premiers mardis du mois, vous pouvez nous retrouver à 17 h. Je vous invite d'ores et déjà à celle qui s'y tiendra le 2 octobre en présence de Marc Bossier qui vient nous parler et faire le point sur la place de la xylocaïne intraveineuse dans l'analgésie post-opératoire. D'ici là, je vous souhaite une bonne rentrée à tous et puis j'espère vous retrouver prochainement lors de notre congrès. Bonne fin de journée à tous.